insolite. Les amis, avec le premier, on sait enfin à quoi la célèbre coque rouge du Babybel. On sait enfin à quoi sert la célèbre coque rouge du Babybel. Elle est omniprésente dans nos pique-niques, nos paniers repas ou nos souvenirs d'enfance. La petite boule rouge de Babybel intrigue depuis des générations. Derrière sa cire rouge si emblématique se cache en réalité une technologie bien pensée et une vraie stratégie de conservation. Qui n'a jamais trituré la coque rouge d'un Babybel sans vraiment savoir à quoi elle sert, au-delà du plaisir de la retirer? Ce petit fromage rond, devenu iconique dans le monde entier, soulève une question que beaucoup se sont déjà posée sans jamais creuser. Pourquoi le Babybel est-il entouré d'une cire rouge? S'agit-il simplement d'un choix esthétique ou cache-t-elle une fonction plus précise? Au fil des années, cette enveloppe est devenue une signature visuelle, mais son rôle va bien au-delà du marketing. Alors, à quoi sert vraiment cette coque de cire? Est-elle comestible? Protège-t-elle le fromage d'éléments extérieurs? Et surtout, pourquoi cette couleur rouge si particulière? À quoi sert exactement la coque rouge du Babybel? La coque rouge du Babybel n'est pas là pour faire joli. Elle protège le fromage. Plus précisément, il s'agit d'une couche de cire type paraffine qui joue un rôle crucial dans la conservation. Ce revêtement est conçu pour isoler le fromage de l'air, de l'humidité et des bactéries extérieures. En d'autres termes, elle fonctionne comme une barrière naturelle qui prolonge la durée de vie du produit, sans nécessité de conservateur chimique. D'un point de vue pratique, cette cire est modelée à chaud autour du fromage une fois qu'il est formé, puis refroidi pour durcir. Elle évite ainsi que le Babybel sèche, qu'il s'oxyde ou qu'il développe des moisissures avant d'être consommé. Ce procédé est inspiré d'une vieille méthode de conservation des fromages comme le gouda ou l'édam, qui étaient également enrobés de cire pour leur transport. En plus de ses propriétés de conservation, la cire protège aussi mécaniquement le fromage. Elle empêche les chocs, les cassures et permet une meilleure résistance aux manipulations. Le fait que le fromage soit ensuite enveloppé dans un filet plastique est une double sécurité contre les contaminations. De quoi est composée cette cire rouge? Contrairement à certaines idées reçues, la cire utilisée pour les Babybel n'est pas toxique ni dangereuse. Il s'agit en général d'un mélange de cire microcristalline issue du pétrole, de paraffine alimentaire et parfois de colorants naturels.
Elle est classée comme inerte, c'est-à-dire qu'elle ne réagit pas avec les aliments. Elle ne contient ni bisphénol A, ni phtalate, ni d'autres substances controversées. Son rôle est purement mécanique et hygiénique. Quant à la couleur rouge, elle est obtenue à l'aide de pigments autorisés pour un usage alimentaire, comme le 120, acide carminique d'origine naturelle. Cette teinte particulière a été choisie dans les années 1970 pour marquer l'identité visuelle du produit et lui permettre d'être facilement identifiable en rayon. Est-ce que la cire du Babybel est recyclable ou biodégradable? C'est l'un des points souvent soulevés par les consommateurs soucieux d'écologie. Que faire de la cire après avoir mangé son Babybel? Malheureusement, cette cire n'est pas biodégradable car elle est issue de produits pétroliers. En revanche, elle est recyclable dans certains cas, bien que peu de filières de tri soient équipées pour le faire. Elle peut toutefois être réutilisée à la maison pour fabriquer des bougies, des cachets de cire ou des objets DIY. De nombreux tutoriels sur internet montrent comment fondre et remouler la cire pour lui donner une seconde vie. Du côté du fabricant, le groupe Bell affirme être en recherche constante de solutions plus durables. Selon leurs déclarations, des tests ont été menés pour développer une cire compostable à base de matière végétale, mais aucun produit viable n'a encore été commercialisé. Enfin, il faut noter que le Babybel reste un des rares fromages à proposer un emballage aussi hermétique, sans nécessité de plastique à usage unique pour le produit lui-même. Ce qui est déjà un point positif dans une logique de réduction de déchets. Pourquoi le Babybel a-t-il adopté ce format si singulier? Le Babybel a été lancé dans sa version actuelle en 1977 avec un objectif clair: proposer un fromage pratique, nomade et individuel, destiné principalement aux enfants et aux familles. Ce format rond avec sa coque rouge répondait parfaitement à ces critères: facile à emporter, résistant et amusant à ouvrir. La marque a voulu créer un produit qui se démarque dans les rayons, tout en conservant un goût doux et accessible. L'inspiration vient du fromage hollandais Edam, traditionnellement recouvert de cire. Mais chez Babybel, l'enjeu était de populariser cette forme pour en faire un emblème international. Aujourd'hui, Babybel est vendu dans plus de 70 pays et sa forme est protégée comme design industriel. La coque rouge est devenue un véritable élément marketing, à tel point qu'elle est parfois détournée pour en faire des objets artistiques ou utilisée dans des campagnes de pub humoristiques. Ce succès tient autant à la qualité du produit qu'à l'expérience utilisateur. Comme l'expliquait le directeur marketing de Bell dans une interview, quand on mange un Babybel, on ne se contente pas de le consommer, on interagit avec lui. C'est cette interaction ludique, ouvrir la cire, découvrir le fromage, le déguster, qui a largement contribué à sa notoriété. Mesure-t-on la vitesse des navires en nœuds plutôt qu'en km/h? Bon, j'enlève ça, ça me gêne. En plus, j'ai trop chaud. Là. Sur Terre, on mesure la vitesse en km/h. En mer et dans
dans les airs, c'est pourtant le nœud qui s'impose. Malgré l'usage généralisé du système métrique, cette unité demeure incontournable pour les navigateurs et les pilotes. Voici son origine. Le nœud est une unité de mesure qui remonte au XVe siècle, bien avant l'apparition des kilomètres par heure. À cette époque, les marins utilisaient un dispositif appelé loch ou loche à bateau pour estimer leur vitesse. Cet outil se composait d'une planche en bois de forme triangulaire reliée à une corde nouée tous les 15 mètres environ. Les marins jetaient cette planche à l'eau depuis l'arrière du navire, laissant filer la corde. En utilisant un sablier, ils comptaient le nombre de nœuds qui se déroulaient en 30 secondes pour déterminer la vitesse du bateau. Comment convertir des nœuds en kilomètres par heure? Un nœud correspond à 1000 marins par heure, ce qui équivaut à 1,852 km par heure ou 0,514 mètres par seconde. Pour convertir des nœuds en kilomètres par heure, il suffit de multiplier le nombre de nœuds par 2 et de soustraire 10%. Ce qui revient à une multiplication par 1,8. Par exemple, un bateau avec une vitesse de déplacement de 10 nœuds circule en réalité à 18,52 km par heure. Pour obtenir la vitesse en nœuds, c'est l'inverse. Il faut diviser le nombre de kilomètres par heure par 2 et ajouter 10%, ce qui revient à une division par 1,82. Par exemple, une vitesse de déplacement à 100 km par heure correspond approximativement à 53,9 nœuds. Unité de vitesse et instrument de mesure. Comment mesurer la vitesse d'un bateau ou d'un navire? Pendant longtemps, le loch était le principal instrument pour mesurer la vitesse des bateaux. Il a ensuite été remplacé par le loch automatique, aussi appelé nœud électronique. Cet appareil utilise une petite hélice immergée sous l'eau qui tourne en fonction de la vitesse du navire. Chaque tour correspond à un nœud parcouru. Grâce à la présence d'un dispositif électrique, les marins n'ont plus à compter manuellement les nœuds à l'aide d'un sablier. L'instrument se charge automatiquement de les compter, de les convertir en milles marins, puis de retransmettre la vitesse du bateau sur un tableau de bord. Pourquoi le nœud marin est abrégé en KTS? Le terme KT est l'abréviation de l'unité de mesure anglaise knot, qui correspond au nœud en français. Ainsi, un KT correspond à 1000 marins. L'abréviation KT est devenue la norme internationale et facilite la communication entre pilotes, marins et contrôleurs aériens. Elle a notamment été adoptée par l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation maritime internationale. Il n'est pas nécessaire d'ajouter la mention par heure, comme pour les kilomètres-heure, puisque le nœud représente déjà le calcul d'un 1000 marins par heure. Moins courante, l'unité K par S est utilisée pour exprimer la vitesse par seconde. Ensuite, je vais changer de... Oula. Elle est plus toute ronde là-bas.
mastodontes se partagent le ciel mondial, Airbus et Boeing. Mais quelle est la raison derrière l'usage du chiffre 7 chez Boeing et du chiffre 3 chez Airbus dans la désignation de leur avion? Airbus et Boeing occupent aujourd'hui la première place parmi les fabricants d'avions commerciaux à l'échelle mondiale. Implantés respectivement en Europe et aux États-Unis, ils conçoivent une variété d'appareils utilisés chaque jour par les compagnies aériennes du monde entier. En plus de cette distinction géographique, leurs conceptions divergent. Boeing suit généralement une stratégie plus traditionnelle et progressive, tandis qu'Airbus mise sur l'innovation, comme en témoigne l'introduction du pilotage à commande électrique sur l'A320. Airbus vs Boeing, deux géants de l'aviation au modèle opposé. La différence fondamentale entre Airbus et Boeing est certainement leur structure organisationnelle distincte. En effet, Airbus est détenu par un consortium d'entreprises européennes. Cette configuration favorise la coopération entre plusieurs pays membres et permet une répartition des responsabilités et des ressources à l'échelle européenne. A contrario, Boeing est une société américaine cotée en bourse avec une structure plus centrée sur le marché financier et une gestion davantage axée sur les actionnaires. Cette différence influence ainsi souvent les décisions de conception, les priorités commerciales et même les préférences des compagnies aériennes quand elles évaluent leur offre des deux constructeurs. B737, B777. Pourquoi le chiffre 7 chez Boeing? Boeing utilise traditionnellement le chiffre 7 pour nommer ses avions de ligne. 737, 747, 777, 787. Cette numérotation a commencé avec le 707, l'un des premiers avions commerciaux à réaction de la société. Depuis, Boeing a continué à utiliser des déclinaisons du chiffre 7 pour ses avions, en dehors de certains avions militaires et d'autres projets spéciaux. Le chiffre 7 a en effet une connotation positive dans de nombreuses cultures. Il est en effet associé à la chance, à la réussite, à la perfection. L'utilisation du chiffre 7 dans la numérotation des avions de Boeing a donc aussi été influencée par cette symbolique, afin de renforcer l'image positive et la confiance des clients dans des différents avions du constructeur. A320 et A380, pourquoi le chiffre 3 chez Airbus? Quant à Airbus, la numérotation de ses avions commence généralement par le chiffre 3, A300, A320, A330, A380. Cette convention a été établie à partir du tout premier avion commercial à réaction d'Airbus, l'A300, lancé dans les années 1970. Dès lors, la société européenne a suivi cette tradition pour les différents modèles d'avions en ajoutant des lettres et des chiffres pour distinguer les nouvelles versions. Par ailleurs, le choix du chiffre 3 a aussi une signification symbolique pour Airbus, car le chiffre 3 est souvent associé à la créativité, l'expression artistique et à la communication. En utilisant le chiffre 3 dans la numérotation de ses avions, Airbus transmet ainsi des valeurs comme l'innovation, la collaboration et l'excellence technique. Ensuite, incroyable, une randonneuse a survécu seule pendant 20 jours
séjour en montagne. Aux États-Unis, une femme a été retrouvée vivante 3 semaines après sa disparition en montagne. Elle raconte s'être nourrie de plantes comestibles et avoir gravi des sommets de plus de 3000 mètres avant de retrouver la civilisation. Woman versus Wild. Alors qu'elle profitait de ses vacances pour se promener au cœur des montagnes de la Sierra Nevada, entre la Californie et le Nevada aux États-Unis, Tiffany Slayton, 28 ans, s'est perdue dans le parc national. 3 semaines ont été nécessaires pour la retrouver saine et sauve, révèle TF1 Info. Sans nouvelles d'elle depuis 9 jours, sa famille a signalé sa disparition le 29 avril aux autorités. Un hélicoptère a même survolé la zone de recherche, en vain. L'américaine a été retrouvée plusieurs jours après, près du lac Edison, dans le comté de Fresno, a annoncé un communiqué. Le propriétaire du Vermilion Valley Resort, un hôtel, inspectait sa propriété près du lac lorsqu'il a découvert qu'une femme occupait l'un de ses chalets. Il savait que des recherches étaient en cours pour retrouver une femme disparue et elle correspondait à sa description. Tiffany Slayton était déshydratée mais en bon état général, ont indiqué les autorités. La randonneuse a survécu en mangeant des plantes comestibles, des poireaux sauvages et en faisant fondre de la neige pour récupérer de l'eau. Selon ABC News, soigner ses blessures et affronter les animaux, escalader les montagnes. L'horticultrice de formation et archère a raconté lors d'une conférence de presse être tombée d'une falaise et avoir perdu connaissance pendant 2 heures. Blessée aux 2 jambes, elle a eu le bon réflexe de se poser une attelle sur l'une de ses chevilles et de remettre en place l'autre genou. À cause d'une avalanche, elle n'a pas pu retourner sur la route principale et n'a pas réussi à joindre les secours, ne réussissant pas à capter de réseau. Un long et pénible voyage a alors commencé pour elle afin de retrouver la civilisation. Elle a dû lutter contre les animaux sauvages, gravir des sommets jusqu'à plus de 3350 mètres de haut et affronter une dizaine de tempêtes de neige. La nature est assez terrifiante. Dès qu'on commence à trouver des choses qui nous font peur, on fait de son mieux pour continuer à avancer et à les surmonter, dit-elle. De cette aventure, Tiffany Slayton s'en sort sans trop de blessures. Elle a expliqué aux journalistes souffrir de lésions oculaires dues à la neige et avoir sur le corps quelques coupures et brûlures mineures. Elle a également indiqué avoir perdu environ 4,5 kg après 20 jours passés en pleine nature. Mais ses analyses sanguines sont revenues parfaites grâce à ses talents de cueilleuse. Quelle histoire incroyable! Savoir suivant, quel est le train le plus long du monde? C'est dans un pays européen que l'on trouve le train le plus long du monde. Le convoi de près d'une centaine de wagons mesure dans l'ensemble pas moins de 1910 mètres de long. Imaginez un train si long qu'il prend presque 30 minutes à traverser pour passer du premier wagon au dernier. En 2022, la Suisse a battu un record mondial spectaculaire, celui du train le plus long du monde. Quelle est la longueur exacte du train le plus long du monde? Le train le plus long du monde mesure 1,9 km de long
soit exactement 1910 mètres. Lourd de 3000 tonnes, ce mastodonte des rails est composé de près de 100 wagons et 25 rames automotrices de la compagnie des chemins de fer Reddick, ARHB. Il s'est lancé le 29 octobre 2022 dans les Alpes suisses à l'occasion des 175 ans du système ferroviaire suisse. Ce record impressionnant a été homologué par le Guinness World Records qui a suivi de près l'événement. Le train a parcouru environ 25 km en moins de 45 minutes entre Breda et Alvaneux sur une portion emblématique de la ligne de l'Albula, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le parcours parsemé de 22 tunnels et 48 ponts a nécessité une organisation millimétrée. Le convoi a progressé lentement à une vitesse moyenne de 30 km par heure, afin de garantir la sécurité sur ce terrain particulièrement escarpé. L'objectif n'était pas commercial mais symbolique, mettre à l'honneur l'expertise ferroviaire suisse et le charme des chemins de fer de montagne. Ce projet a aussi nécessité l'intervention de 7 conducteurs coordonnés grâce à un système de communication radio complexe. Quel est le trajet de train le plus long du monde? Si le train de la Rajishban est le plus long du monde, il ne parcourt pas le trajet ferroviaire le plus grand de la planète. Ce record a longtemps été détenu par le Transsibérien, un chemin de fer qui s'étend sur plus de 9000 km entre Moscou et Vladivostok, reliant ainsi l'Asie à l'Europe de l'Est. Il emprunte ensuite les lignes chinoises à grande vitesse avant de passer par le Vietnam, la Thaïlande et enfin la Malaisie jusqu'à Singapour. L'ensemble du trajet peut prendre entre 20 et 30 jours selon les correspondances et les visas nécessaires. En parallèle, le trajet de train le plus long du monde relie Porto au Portugal à Singapour en passant par Paris, Moscou, Pékin et Hanoï. Ce parcours titanesque s'étend sur environ 18 755 km selon l'itinéraire le plus complet recensé par les passionnés de ferroviaire. Il ne s'agit pas d'un trajet direct avec un seul train, mais d'une combinaison de lignes régulières qui permettent de relier l'Europe de l'Ouest à l'Asie du Sud-Est uniquement par voie ferroviaire. Et pour terminer, il m'en reste deux. Bon, 31 minutes, je vais les faire. Quel est le dernier pays d'Europe centrale à avoir roulé à gauche? Si rouler à droite est aujourd'hui la norme sur les routes d'Europe continentale, cela n'a pas toujours été le cas. Certains pays, notamment en Europe centrale, ont circulé à gauche jusque dans la seconde moitié du XXe siècle, avant d'adopter la conduite à droite pour des raisons d'harmonisation avec leurs voisins. Jusqu'au milieu du XXe siècle, plusieurs pays européens ne circulaient pas tous dans le même sens. Si la conduite à droite s'est progressivement imposée, la conduite à gauche était autrefois largement répandue, notamment à une époque où les déplacements se faisaient à cheval. Cette tradition ancienne, influencée par des considérations pratiques et stratégiques, a été remise en question avec l'arrivée des véhicules motorisés. De nombreux États, pour faciliter les échanges transfrontaliers, ont adopté un sens de circulation uniforme.
Cela a conduit à des changements parfois spectaculaires, notamment en Europe centrale, où certains pays ont modifié le sens de circulation au XXe siècle, non sans résistance. Nous allons voir quel fut le dernier pays d'Europe centrale à avoir roulé à gauche, les raisons de ce changement et comment il s'est déroulé. Quel était donc le dernier pays d'Europe centrale à rouler à gauche? Le dernier pays d'Europe centrale à avoir roulé à gauche est la Suède. Jusqu'en 1967, les Suédois circulaient du côté gauche de la chaussée. Cette spécificité en faisait une exception en Europe continentale, la majorité de ses voisins ayant adopté la conduite à droite bien plus tôt. Le changement s'est effectué le 3 septembre 1967 lors d'une opération baptisée le Högertrafikomläggningen ou plus familièrement Dagen H, je sais pas comment on dit H en suédois, le jour H quoi. L'objectif était clair, aligner le pays sur le sens de circulation de ses voisins, Norvège et Finlande notamment, et ainsi faciliter les échanges routiers transfrontaliers. Cette décision ne s'est pas faite sans controverse. Un référendum organisé en 1955 avait révélé que 83% des Suédois étaient opposés à ce changement. La population redoutait en effet un chaos routier anticipant une augmentation des accidents. Cependant, les autorités ont tout de même maintenu la décision, arguant que l'harmonisation avec les autres pays nordiques était nécessaire pour des raisons économiques et sécuritaires. Comment s'est déroulé le passage de la Suède à la conduite à droite? Ça a dû être une journée, même les journées d'après. Le passage à la conduite à droite en Suède a été minutieusement préparé afin de limiter les risques d'accident. À 5 h du matin, le 3 septembre 1967, tout le trafic routier a été temporairement arrêté. Les automobilistes ont ensuite été invités à se repositionner sur la droite de la chaussée avant de reprendre la route. Des campagnes d'information massive avaient été menées plusieurs mois à l'avance pour sensibiliser la population et préparer les infrastructures, signalisation, marquage au sol. Contrairement aux craintes exprimées par la population et certains médias, notamment la BBC, la transition s'est déroulée sans incident majeur. Un témoin de l'époque déclarait même que les journalistes étrangers avaient été déçus du faible nombre d'accidents. Le passage de la Suède à la conduite à droite fut donc un succès logistique qui a inspiré d'autres pays. L'Islande a-t-elle suivi l'exemple de la Suède? Oui, l'Islande a suivi l'exemple suédois quelques mois plus tard. Après le succès du Dagen H en Suède, l'Islande a elle aussi changé son sens de circulation, adoptant la conduite à droite pour s'aligner avec ses partenaires commerciaux européens. Cette décision visait à harmoniser les flux de circulation, facilitant ainsi les échanges économiques et les déplacements des automobilistes islandais en Europe continentale. La coordination entre ces deux pays nordiques montre à quel point l'harmonisation du sens de circulation a été une démarche stratégique pour faciliter le commerce et les échanges dans la région. Ce changement est d'autant plus marquant qu'il constitue l'un des derniers grands basculements de sens de circulation en Europe centrale et septentrionale. Pourquoi la conduite à gauche était-elle si répandue autrefois? Historiquement, la conduite à gauche était la norme mondiale. Cette pratique remonte au temps des chevaliers et des cavaliers qui préféraient garder leur épée du côté gauche pour pouvoir dégainer de la main droite en cas d'attaque.
Circuler à gauche permettait ainsi d'éviter que deux cavaliers ne croisent leur épée, ce qui aurait pu être interprété comme une provocation. L'arrivée des attelages à 2 chevaux a modifié ces pratiques. Les cochers qui s'installaient à gauche pour mieux manier leur fouet de la main droite ont progressivement favorisé la conduite à droite. Cela facilitait les croisements sur les routes étroites. Avec l'essor de l'automobile, ces pratiques se sont standardisées. Cependant, les anciennes colonies britanniques ainsi que quelques pays asiatiques comme le Japon ont maintenu la conduite à gauche, un héritage de l'influence britannique. Et pour terminer, parce que j'avais sélectionné tout ça, et pas des moindres, j'espère que vous êtes toujours là. Savez-vous planter les joues? Non, c'est pas ça. Savez-vous pourquoi y a-t-il des encoches sous certaines tasses? Une question, ma foi. Certains objets du quotidien cachent des secrets d'ingéniosité insoupçonnés. C'est le cas des petites encoches que l'on trouve parfois sous certaines tasses discrètes. Elles répondent pourtant à des besoins très concrets, souvent ignorés. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi servent ces petites fentes en forme de V ou d'arc de cercle sous certaines tasses? Ce détail que l'on pourrait croire purement décoratif ou lié à la fabrication est en réalité le fruit d'une conception réfléchie. À l'intersection de l'ergonomie, de l'hygiène et de la durabilité, ces encoches répondent à plusieurs problématiques pratiques. Pourquoi sont-elles présentes uniquement sur certains modèles? Sont-elles un standard dans l'industrie de la vaisselle? À travers cet article, on vous explique en détail la fonction de ces mystérieuses encoches. À quoi servent les encoches situées sous certaines tasses? Les encoches sous les tasses jouent un rôle crucial pour l'écoulement de l'eau. Lorsqu'une tasse est lavée au lave-vaisselle, de l'eau peut stagner sous la base de celle-ci, si celle-ci est parfaitement plane. Ce petit réservoir involontaire pose 2 problèmes. Il ralentit le séchage complet de la vaisselle et peut créer des résidus calcaires ou des moisissures s'il reste de l'humidité. C'est là qu'interviennent les encoches. Elles permettent à l'eau de s'évacuer rapidement lorsque la tasse est posée à l'envers sur le panier du lave-vaisselle. Cette fonction est particulièrement utile dans les environnements professionnels comme les restaurants ou les cafés, où l'hygiène et l'efficacité du nettoyage sont primordiales. À domicile aussi, elles évitent l'agacement bien connu du fond de tasse mouillé qu'on repose sur une étagère. Ce petit détail évite donc des désagréments bien plus fréquents qu'on ne le pense. Il y a des gens qui ont des problèmes vitaux, c'est pas possible. Il s'agit ainsi d'un élément de design fonctionnel, souvent négligé mais parfaitement pensé. Les fabricants de vaisselle qui proposent ce type de finition cherchent à améliorer l'expérience utilisateur sans sacrifier l'esthétique. Pourquoi toutes les tasses n'ont-elles pas ces encoches? On pourrait croire que ces encoches devraient être systématiques. Pourtant, ce n'est pas le cas. Cela s'explique principalement par des différences dans les méthodes de fabrication et dans le positionnement des marques sur le marché. Certaines entreprises choisissent des designs purement esthétiques ou traditionnels dans lesquels l'encoche pourrait être considérée comme un défaut visuel. D'autres, au contraire, font du côté pratique un argument de vente. Par
Par ailleurs, toutes les tasses ne sont pas destinées à être lavées au lave-vaisselle. Les modèles artisanaux ou haut de gamme, souvent faits à la main ou en matériaux sensibles comme la porcelaine fine, ne comportent pas toujours ces encoches car ils sont destinés à un lavage manuel plus délicat. Dans d'autres cas, la forme même de la tasse empêche l'accumulation de l'eau, rendant l'encoche inutile. Les fabricants industriels, en revanche, qui produisent en grande série pour un usage quotidien, ont tendance à intégrer ce type de détail fonctionnel car cela limite les retours clients et améliore la satisfaction globale. Les encoches ont-elles une utilité au-delà du séchage? Oui, et c'est souvent ignoré. Ces encoches participent aussi à la solidité de la tasse. En effet, elles réduisent la surface de contact direct entre la base de la tasse et les surfaces dures, plan de travail, lave-vaisselle et gouttoir, ce qui diminue les risques de micro-fissures dus au choc thermique ou mécanique. De plus, elles permettent parfois une meilleure stabilité lorsqu'on empile plusieurs tasses les unes sur les autres. L'eau résiduelle ne crée pas d'effet ventouse entre les tasses, ce qui évite qu'elles ne collent entre elles ou ne glissent au moment de les ranger. Il ne s'agit donc pas uniquement d'un détail d'hygiène ou de confort, mais aussi d'un choix de conception ayant des implications structurelles. Cela témoigne de l'attention portée par certains fabricants à la durabilité de leurs produits dans un contexte où l'obsolescence programmée est de plus en plus critiquée. Et enfin, depuis quand les tasses possèdent-elles ces encoches? Il est difficile de dater précisément l'apparition de ces encoches, car elles ne révèlent pas d'un brevet unique ou d'une norme industrielle généralisée. Cependant, leur usage s'est développé parallèlement à la démocratisation du lave-vaisselle domestique à partir des années 70 et 80. À mesure que cet appareil électroménager est devenu courant, les fabricants de vaisselle ont dû s'adapter aux nouvelles contraintes du lavage automatique. Des archives de catalogues industriels montrent que dès les années 1990, certaines marques mentionnaient explicitement cette caractéristique comme un argument de vente. Aujourd'hui, la présence d'une encoche est considérée comme un gage de praticité, même si elle reste absente de certaines collections de vaisselle haut de gamme ou artisanales. À noter également des modèles de tasses plus récents, issus de l'éco-conception, misent sur des normes innovantes qui intègrent des systèmes d'évacuation d'eau plus discrets ou alternatives à l'encoche. Il s'agit d'une évolution constante du design industriel, souvent guidé par l'observation des usages au quotidien. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo très longue. Je sais que vous aviez écrit dans mon post que vous préfériez les vidéos de 20 à 30 minutes. Bon ben là on est à 3/4 d'heure. Mais moi j'adore. Donc je vous laisse ici les amis. J'espère que tout le monde se porte bien, que vous avez le moral, que vous buvez de l'eau, que vous mettez de la crème solaire sur votre visage si vous sortez dehors. Il fait chaud, c'est l'été, je ne le répéterai jamais assez. Je vous fais de très gros bisous les amis. Prenez bien soin de vous, buvez de l'eau, soyez heureux, je vous souhaite tout le meilleur, tout le bonheur du monde, vraiment de tout mon cœur. Prenez bien soin de vous
et je vous retrouve